Lordine Ouénemont, comment c'est venu à toi? Comment c'est venu à toi cette pièce? Alors d'abord, elle est venue tout simplement par l'auteur. Il se trouvait que j'ai rencontré Alexis grâce à Anna Mialcea, qui joue Rosemonde dans la pièce d'Edmond. Nous jouions ensemble une très jolie pièce de Sophie Forte, Max, ou La véritable histoire de mon père, dans lequel je jouais Max et dans lequel Anna jouait ma fille. Et nous étions en Avignon, Alexis avait un spectacle en Avignon, il est venu nous voir jouer, et donc du coup, il m'a vu jouer. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je ne connaissais pas son travail, et j'ai donc découvert Le porteur d'histoire. Peu de temps après, je découvrais R&J, qui était antérieur, mais qui se reprenait au Bélier parisien, avec Anna. Et puis après, peu de temps après, un an après, je découvrais le Cercle des illusionnistes. Donc chacun avait fait un parcours. Lui m'avait vu jouer, moi j'avais vu les 3 pièces de lui. Je n'avais pas vu ce qu'il avait fait avant. Et puis un jour, un coup de téléphone. Il me dit, ça s'intéresserait de lire un texte, je monte. Il me dit, est-ce que tu as vu Shakespeare in Love? Je dis bien sûr, j'aime beaucoup ce film, je l'ai dû le voir 10 fois, parce que chaque fois qu'il y a ma fille dans les parages, je voulais absolument le revoir. Et donc j'ai dit oui. Il me dit, mais j'ai essayé de faire quelque chose sur Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac. Donc je te propose de lire cette pièce. Je dis avec plaisir. J'ai imprimé la pièce, je l'ai lue en une seule traite, et à la fin j'appelais Alexis en disant, on se voit quand? Et voilà. C'est vraiment, mais alors là, c'était pas plus compliqué que ça. Et d'emblée, c'était Coquelin, c'était pour Coquelin. Ah, c'était pour Coquelin, oui, bien sûr, mais il n'y a pas d'autres personnages, en fait. Il cherchait un Coquelin, il avait quasiment tout le monde. Il lui manquait un Coquelin, il voulait quelqu'un qui soit bien évidemment capable de jouer un acteur du 19e siècle. Et ça, bon, il y a les qualités vocales que je peux avoir qui peuvent donner un peu ça. En plus, bon, il se trouve que nous avons fait la même école et on peut chercher à savoir où est la classe de déclamation, par exemple. On peut s'amuser à décliner, justement. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas le conservatoire de théâtre, ça s'appelait, tu veux le dire. C'était donc le conservatoire national de musique, et c'était la classe de déclamation, et ça se trouvait, bien sûr, rue de Madrid. Rue de Madrid. Et en fait, tous les films qui ont trait au conservatoire avec Jouvet et compagnie se passent rue de Madrid. Entrée des artistes. Entrée des artistes. Voilà. Et donc en fait, là, bon, Coquelin, lui, il a fait ses classes grosso modo sur les conseils pas sur les conseils, avec les manuels de Préville, par exemple, 1830. Donc on peut imaginer qu'il ait fait ses classes vers 1850 et que c'était donc Préville qui prévalait. Donc c'est les classes de déclamation, lesquelles classes étaient fréquentées aussi bien par des acteurs que par des avocats. Oui, l'éloquence. L'éloquence. Il y a encore des concours d'éloquence. Les concours d'éloquence. Et donc ça s'est dissocié maintenant avec une certaine modernité, on va dire ça entre guillemets, et puis surtout avec l'arrivée du cartel et compagnie. Enfin, il y a beaucoup d'évolution, et du cinéma qui a fait évoluer énormément les choses. Mais à l'époque, on était vraiment dans une déclamation. Donc je me suis beaucoup intéressé à ce Coquelin-là. Comment arriver à... Finalement, on revient à des acteurs... quelque part un peu shakespearien aussi. On est dans un dire, et on est dans une tradition française où finalement le dire était plus important que l'image, puisque c'était la tradition française même de Molière, et surtout de la tragédie en fait. La tragédie, était pas de Molière, mais surtout la tragédie était quand même beaucoup dite. Donc il y a quelque chose de... Il rêvait de jouer... Coquelin rêvait de jouer la tragédie. Or, aux Français, il ne jouait que Scapin et d'autres, mais c'était un comique, c'était un valet, c'était un grand valet. Et ça m'a beaucoup touché aussi parce que je trouve que c'est pas du tout pour dire du mal de mes camarades qui jouent Cyrano de Bergerac, ça n'a rien à voir. Hein. Simplement, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le Cyrano de Bergerac qui m'a le plus touché, c'est celui de Daniel Sorano. Pourquoi? Parce que Daniel Sorano n'a pas un physique, je dirais, impérial. Il a un physique un peu anodin, et surtout il a une vibration de valet. Et je trouve que il est plus intéressant de jouer, alors moi je suis un peu costaud bien sûr, mais j'essaye de bouger à l'intérieur, de le rendre un grand Sganarelle, quelqu'un qui serait un grand Sganarelle, parce que je trouve ça plus intéressant et plus surprenant. À ce titre-là, d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé l'interprétation de Toretton, que je trouvais très intéressante, avec en plus un niveau de dangerosité
dans la mise en scène de Pitoiset. Mais disons que tu as joué dans cette mise en scène. Oui, j'ai joué Ragno. J'ai joué Ragno dans cette mise en scène. J'ai repris en fait le rôle de Ragno pour 2 mois à la Porte Saint-Martin. C'est Jean-Robert Charrier qui m'avait appelé, qui m'avait fait rencontrer Dominique Pitoiset, qui m'a accepté dans le rôle, donc j'ai travaillé avec eux pendant 2 mois. J'ai trouvé ça formidable, une expérience tout à fait intéressante. Ça tombait bien en plus, puisque comme je savais que j'allais jouer après Coquelin, et donc ça m'a permis de vivre l'aventure Rostand comme une sorte de... C'est un cadeau. Un thème. Oui, un thème, voilà, exactement, un thème. Comment on travaille avec Michalik ? On travaille beaucoup avec Michalik. D'abord, il faut savoir que Michalik travaille beaucoup avant. C'est quelqu'un qui arrive avec des idées extrêmement précises. En fait, il y a très peu de latitude pour l'improvisation ou quoi que ce soit, du moins dans ce spectacle-là, parce que c'est une pièce qu'il a conçue il y a une dizaine d'années. Ah oui. Oui. Initialement, il voulait développer un film, puis, voyant que ce film ne pouvait pas se faire, il a développé la pièce à partir du film, du scénario, et il l'a proposé, et donc nous en sommes là. Mais tous les plans étaient précis, les timings, les choses. Il a beaucoup travaillé avant, donc il nous a bien prévenu qu'on allait non seulement beaucoup travailler avec le texte et tout ça, donc moi je connaissais mon texte au rasoir dès la première répétition, mais aussi qu'on avait intérêt plutôt à être en bonne forme parce que on allait tirer, pousser, monter des chaises, les balader, changer de costume, etc. Au niveau des costumes, je ne change pas beaucoup de costumes. Au niveau des chaises, ça va. Ils ont été gentils avec moi, mais quand même, on est tout le temps en mouvement. Son principe, c'est qu'aucun acteur ne doit se reposer. Tout le monde doit être en mouvement. Alors, bien sûr, j'ai quelques petits moments de repos, mais voilà, ça, c'est une sorte de chorégraphie, aussi bien une chorégraphie des acteurs que de la scénographie, qui fait que il a préparé longuement à l'avance tout ça. Donc, comment on travaille avec Michalik ? On rentre dans son cadre. Cependant, une fois que tu es choisi, il te fout une liberté totale au niveau de ton interprétation. Dans la mesure où il savait plus ou moins ce vers quoi j'étais capable de faire et ce vers quoi je tendais, il m'a laissé vraiment libre de m'amuser à modeler un personnage qu'on a cherché ensemble. Il est obsédé par l'ennui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'ennuyer. C'est-à-dire que là, on est à 1h53, je crois, ou 54 de spectacle. Il ne supporte pas une dose d'ennui. Il faut tout de suite qu'il y ait un rebondissement. Comme tu es auteur, tu sais très bien comment on peut faire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas auteur, mais on sent très vite quand un auteur c'est relancer la machine par le texte. Bon, ça risquerait de tomber. Voilà, exactement. Ça, c'est le cas de Michalik. Mais aussi, le metteur en scène Michalik fait en sorte qu'il va enrober, par exemple, d'une belle musique qui peut tirer les gens vers quelque chose, et puis il va la casser par de l'humour, avec l'arrivée des Corses, par exemple, ou avec quelque chose qui vient casser, donc voilà, donc il y a cette fluidité aussi, cette fluidité de mise en scène, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est très cinématographique, ça. Tu faisais allusion, c'est un scénario à l'origine. On peut espérer que ça devienne un film. Apparemment, pas avec nous en tout cas, parce que je crois que le succès de cette pièce, parce qu'on est quand même déjà à 200 000 spectateurs, et on peut imaginer qu'au bout de 3 ans, on en sera peut-être à 600 000. On dépassera le million un jour. On dépassera le million un jour, oui, au niveau de la pièce. Ouais. Mais simplement, c'est pour ça que les producteurs de cinéma commencent sérieusement à s'intéresser à Alexis. Et bon, apparemment, l'expérience du cinématographique ne sera peut-être pas un filmage de la pièce, sera peut-être un film authentique avec d'autres acteurs, quelque chose. Il réécrira, je pense qu'il réécrira des choses. Oui. Il réécrira des choses. Enfin, en tout cas, il ira vers un film de cinéma. Et pourquoi pas, d'ailleurs, avec des productions étrangères, puisque lui-même étant d'origine, sa maman est anglaise, le texte a été envoyé en anglais et va être monté par une troupe de Birmingham, je crois, pour Londres. En tout cas, voilà, j'ai entendu parler de Birmingham, mais j'ai entendu parler de Londres aussi. Et puis, sans doute, y aura-t-il des choses qui se passeront à New York. Oui. Voilà. Et à coup sûr, de toute façon, la pièce en français a été achetée pour des droits québécois. Oui. Donc elle sera montée
Au Québec. Ça m'embête un peu parce que j'aurais mieux vous passer un petit mois là-bas, mais bon, apparemment, ça sera une troupe. Je pense savoir qui a acheté. Tu crois? Oui, oui. L'ambiance, alors la troupe, est-ce que... Excellente troupe. C'est une troupe, c'est d'une famille. C'est-à-dire que dans une famille, il y a les cousins qu'on connaît moins que les autres. Mais comme on est très nombreux, on finit par passer un jour le dessert avec l'un, et puis l'entrée avec l'autre, et puis c'est extrêmement riche que d'être 12. 12, ça devient rare. Ça devient rare au théâtre. Mais oui, c'est assez rare, parce que finalement, on est rarement si nombreux. Enfin, les dernières distributions, c'est triste. C'est avec Michel Bouquet, le Mal Imaginaire, on était 11 sur le plateau, c'était merveilleux. Là, moi, j'avais adoré faire ça, mais c'est vrai que c'est rare. Pour les raisons évidentes. On a tous fait des efforts, je le dis franchement, parce qu'on est parti sur une famille où nous étions tous, jeunes comme moins jeunes, sur le même niveau salarial, et donc on a fait les efforts de monter ensemble. On a monté ensemble, puis après on a été réévalué, ça j'aborde une chose dont on ne parle jamais, mais j'en parle bien volontiers. Les efforts ont été faits beaucoup par cette troupe pour exister. C'est très bien. On n'est pas dans l'individualité de quelqu'un qui va jouer... parce que le problème dans l'histoire, c'est que souvent, ça on le sait en télévision, c'est qu'il y a une vedette ou dite telle qui rafle 1 million et les autres à côté sont à 400 balles. Donc ça, on connaît bien le problème. Donc c'était du temps où je faisais beaucoup de télévision, on savait très bien que c'était très très difficilement négociable avec quelques vedettes françaises qui gagnaient beaucoup d'argent. Ce qui faisait d'ailleurs beaucoup rire les Américains parce que c'était plafonné chez eux. Voilà. Donc, les acteurs français gagnaient plus d'argent en France qu'aux États-Unis. C'était assez curieux, quoi. Enfin, bon, pour ceux qui avaient la chance de travailler aux États-unis. Si on revient à l'histoire de la pièce, voilà, donc c'est romancé, évidemment. C'est romancé. Oui. Alors c'est quoi d'abord l'histoire? Alors l'histoire, c'est l'histoire d'Edmond Rostand. La pièce s'appelle Edmond, c'est son histoire. Alors bien sûr c'est romancé, mais qui est Edmond Rostand? Edmond Rostand est un poète en fait de 27 ans à ce moment-là, qui vit avec sa femme à Paris, et ils ont 2 enfants, et ce poète qui a écrit pour l'instant quelques pièces n'a pas beaucoup de succès, parce que c'est un poète romantique, il a 50 ans de retard, il écrit un peu comme Musset, et en vers, parce qu'il écrit qu'en vers, il ne peut pas écrire autrement qu'en vers, et donc il est un peu dans la panade, parce que... Alors, ce qui est romancé, c'est que cet homme n'est pas pauvre comme Job. Dans la vie, il est fils de négociant marseillais. Rosemonde a elle-même du bien. Mais enfin, ce qui en ressort, c'est que même s'il a un petit peu des conditions de vie un peu meilleures que telles qu'il nous est présenté, qu'Alexis nous le présente, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de succès. Voilà, il n'a pas beaucoup de succès, et on est donc dans un monde qui est le monde de la fin du 19e, dans lequel le cinéma n'est pas encore arrivé. On verra arriver les esquisses du cinéma dans la pièce. Triomphe Feydeau et la Biche, voilà, qu'on voit d'ailleurs dans Edmond. Qu'on voit dans Edmond, et qui sont représentés comme des insupportables winners, des gagneurs absolument incroyables. Il s'est amusé à le faire. Donc en fait, tout est véridique, beaucoup de choses sont vraies, et certaines choses sont empruntées à l'imagination féconde d'Alexis Michalik. Ce qui est vrai, c'est que Rosemonde Gérard, qui est présentée dans la pièce comme une mère de famille, les enfants et tout ça, ce qui est vrai, c'est que avec son mari déprimé, elle récupérait en fait les papiers dans la poubelle, parce que lui était très déprimé, ça c'est vrai. Et en fait, elle a contribué énormément à faire cet homme, parce qu'il était tellement déprimé et tellement peu sûr de lui qu'il jetait tout. Et elle a gardé tout. Donc du coup, ça c'est une... Bon. Et ça, ce n'est pas dans la pièce. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas dans la pièce. C'est vrai. Dans la pièce, il a donc donné à Rosemonde Gérard le côté familial, et puis le côté, muse, est passé sur un autre personnage qui est une petite habilleuse, dans lequel il y a une petite histoire d'amour qui se lie avec un de ses copains, comédien, et puis lui, finalement, la transforme en muse. Alors, qui de Edmond ou de Michalik a envie de raconter cette histoire-là? Ça, je ne pourrais pas le démêler. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la pièce raconte le montage mental
de Cyrano de Bergerac. Et à l'intérieur de ce montage mental, des rencontres diverses et variées, on reconnaîtra des morceaux de Cyrano de Bergerac. Il y aura des extraits. Il y a des extraits à l'intérieur, mais qui sont joués par d'autres acteurs que la pièce. Parce que c'est comme s'il avait saisi dans la vie des petits moments qui pourraient être dans Cyrano de Bergerac. Ça, c'est la beauté, en fait, du texte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cyrano de Bergerac, c'est tout à fait fluide. Il y en a peu. Il y en a très peu. Et pour ceux qui connaissent, c'est un vrai bonheur que de retrouver des phrases de Cyrano de Bergerac, mais dans d'autres contextes. Comme par exemple la scène du balcon, qui est faite avec un jeune homme, une jeune femme et un grand costumier, par exemple. Bon, voilà une chose comme ça qui est faite. Alors, quel est le mystère Cyrano? Parce que Cyrano de Bergerac, c'est le succès par excellence. Ah bah oui, Edmond, c'est le succès par excellence de cette saison et sûrement des saisons à venir. Qu'est-ce qui se passe avec Cyrano? C'est un miracle. Alors, mais Cyrano, déjà, quand Cyrano est né, si je puis dire, dans l'esprit d'Edmond Rostand, c'est un concours de circonstances fabuleux. Et je me demande si on ne peut pas le rapprocher de ça. La guerre de 70 est terminée, la France est un peu à genoux. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin de ce siècle-là. La pièce était créée un peu plus tard, mais on a un pays de France qui est assez fatigué, à genoux, Rapetissé. Comment ? Rapetissé aussi. Il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, je pense que le dynamisme entre trouver un héros français et aussi le dynamisme de Coquelin qui s'éjecte de la comédie française, prend la Porte Saint-Martin, veut sur les boulevards faire un théâtre populaire à l'époque où le cinéma n'existe pas, avec 70 personnes plus 30 figurants, il y a quelque chose de très original. Et en fait, personne ne s'y est trompé, c'est devenu le grand succès de la France de l'époque, puisque ça a été joué après, 20 000 fois ça a été joué. C'est hallucinant le nombre de fois où ça a été repris. Et donc ça, c'est la trace initiale. Une bonne pièce qui répond à un moment donné de l'histoire. Et je me demande si Edmond n'est pas dans cette configuration-là. Voilà, 2016, 2017, 2018. Voilà. Parce que, en fait, Edmond amène un thème formidable, qui est le thème de Cyrano de Bergerac, et il amène en même temps le thème d'une troupe. Ça, on en a besoin. Une troupe qui porte un projet original, oserais-je dire sans vedette, parce qu'il n'y a pas de vedette. Oui, je pense qu'il n'y a pas de vedette, il y a que des actrices et des acteurs. Bon, ça, c'est vraiment très très important. Et on peut effectivement considérer qu'il y a même quelques années de très très bons spectacles étaient joués, que ce soit aux Français ou ailleurs, par des acteurs absolument, qui n'étaient pas des vedettes, par Mnouchkine, Bachelard. Voilà, absolument, Bachelard et tout ça, c'était pas des vedettes. Le bal, par exemple, qui est une merveille. Et tous les travaux de Mnouchkine, il n'y avait pas de vedettes. Bien sûr, après, certains sont sortis de ce contexte-là et ont fait une carrière personnelle, mais ce n'étaient pas des vedettes. Et c'est un peu ce type de choses-là qu'on a. D'ailleurs, j'étais très ému parce que ils ont reçu, Alexis et Mnouchkine ont reçu un prix, le prix Beaumarchais. Alors, pour la mise en scène, c'était le garçon qui a fait Réparer les vivants. Et Ariane Mnouchkine, mais Alexis a eu le meilleur auteur. Et donc du coup, sur la même scène, il y avait Alexis et Mnouchkine. Ils étaient très émus. C'est magnifique. Ah oui, c'était très bien. J'étais vraiment très très heureux. Parce que, bon, moi j'aime beaucoup Mnouchkine, bien évidemment, mais dans les choses que j'ai pu aimer faire, c'est un stage avec Peter Brook, ou un long travail avec des gens comme Gilles Bouillon, qui travaillait complètement avec Clémentine Amouroux, selon Peter Brook. Donc c'est des affaires de compagnie. Et puis après, bon, la vie fait qu'on va vers les uns, vers les autres. On est happé. Mais quand on retrouve un climat comme avec Alexis Michalik, qui lui a 34 ans, j'en ai 65, c'est donc des années plus tard que je retrouve ce type d'appétence que je peux avoir par rapport à ce type de théâtre. J'ai travaillé avec des gens comme Thomas Le Douarec, c'était un peu la même chose. C'est des gens ils sont jeunes, ils sont un peu bordéliques, ils ont un projet, ils rentrent là-dedans, passionnés, et on a fait le Cid flamenco pendant des années. Ben, j'ai joué, je sais pas, 180 fois. Je jouais Don Diac, j'avais 45 ans pour jouer Don Diac. Tout le monde me disait, mais c'est beaucoup trop jeune. Mais non, ils ont 20 ans. À 45 ans, je peux jouer Don Diac.
Alors on s'était mis juste un plâtre ici, je ne pouvais plus travailler avec ma main droite, donc je me battais de la main gauche. Il y avait une astuce à trouver, mais sinon, voilà, ce bras qui tombe deux fois, etc., il était tout moche, il n'était pas vieux. Et c'était une bande de jeunes gens, et moi je trouve que la tragédie, c'est merveilleux par des jeunes gens. Oui, absolument. Parce qu'ils amènent des choses qu'on n'ose plus faire à la suite. Moi, je trouve que la comédie me va mieux à l'âge, par exemple, parce qu'on a des rondeurs, on a envie de s'amuser, on a envie d'amener du tragique, mais pas du tragique tout le temps. On sait mieux mêler les deux. Et c'est un peu l'art de Michalik. Il est très en avance sur son temps, très traditionnel en même temps, et je le trouve très talentueux, oserais-je le dire. Il est vraiment très, très talentueux, parce qu'il a une vraie science de l'organisation tragique, comique, sans cesse. C'est-à-dire que sans cesse, on passe, dans cette pièce en tout cas, de la drôlerie, de la cocasserie, à une aventure, vraiment un épisme. Et puis il y a quelque chose de romantique aussi, qui doit bien lui aller, puisque c'est quand même l'affaire des âmes aussi. Rostand, c'est romantique. Voilà, Rostand est romantique. Il le transforme en personnage... oui, c'est ça. Lui-même est un personnage romantique. Mais moi, quand je reviens à cette première référence qu'il m'avait donnée avec Shakespeare in Love, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu de shakespearien dans cette pièce-là. Absolument. Tu vois ? Et Cyrano aussi. Hein. Et Cyrano aussi est shakespearien. Alors la mort, tu joues magnifiquement la mort. Ah oui, la mort, c'est un moment... La mort de Cyrano. Alors ça, c'est le seul moment réel de Cyrano. Donc, alors je me suis dit, comment Coquelin jouera-t-il la mort ? C'est-à-dire que... j'ai essayé d'être vraiment honnête, de ne pas raconter une autre histoire que celle de Coquelin. Coquelin, il est là dès le début, donc je propose une forme de Coquelin, déclamatoire, mais il y a des moments où il se fait avoir par la réalité, et j'oublie la déclamation. Donc du coup, j'essaie de donner plusieurs facettes à ce Coquelin, mais la mort, ça transcende tout, parce que la mort, elle intervient après 3 scènes de Cyrano de Bergerac qui sont beaucoup coupées, des extraits, et puis la mort est intégrale, bien évidemment, est intégrale, elle n'est pas tout à fait dans le bon ordre, mais elle est intégrale, et ça c'est un moment où là, Alexis me dit, t'avais absolument pas le droit de prendre ton temps, je sais que tu vas pas en abuser, mais là tu vas prendre un peu de temps. Donc tu peux un peu respirer, tu peux aller au bout des choses, et donc je ne prends pas beaucoup de temps, en plus je suis cadré par une musique qui arrive au fur et à mesure, mais là ça devient vraiment très très intéressant, et là c'est prodigieux parce que c'est un rêve d'enfant que de jouer Cyrano, bien évidemment. Je crois que j'ai commencé Cyrano, je devais avoir 11 ans, au lycée de Meaux, j'ai donné quelques extraits de Cyrano en 5e à la fin de l'année. Voilà. En 6e, j'avais dû dire un texte, puis un des grands m'avait dit « Oh toi, tu vas faire, l'année prochaine, tu feras la tirade d'aîné de Cyrano ». Ça m'a donné tout l'été pour lire le bouquin, parce qu'il m'avait fait le bouquin. J'ai trouvé ça génial, je ne l'ai pas quitté pendant 1 an, le bouquin, et j'ai appris la tirade d'aîné intégrale. Et puis après, voilà, j'ai rencontré Belmondo dans la mise en scène de Robert Hossein, dans lequel je jouais Lignière, juste le premier acte, ce qui me donnait le temps de regarder 4 actes et d'être comme ça en regardant Jean-Paul Belmondo. Voilà, et puis j'ai gardé ça. C'est à la suite du décès de Michel Beaune, il y a eu une restructuration. Donc j'ai intégré l'équipe et puis je suis parti en tournée avec eux. Nous sommes allés au Japon, nous sommes allés à Vienne, nous sommes allés nous balader partout. Et puis Jean-Paul est un délicieux monsieur, adorable. Et puis c'était un merveilleux Cyrano. On aime ou on n'aime pas, moi j'adorais. Et en plus c'est un mec qui paye content tout le temps. Ah oui, il paye content, il est là avec une énergie extraordinaire. Payer content aux 2 sens du terme. Exactement. Il est content. Il est content et il donne quelque chose, un appétit de vivre que j'ai vraiment admiré et aimé. Vraiment admiré. Donc tu as une histoire depuis l'âge de 11 ans avec Cyrano. Avec Cyrano, voilà. Et qui se termine bien, parce qu'il y a ce Molière. Alors, tu as une belle carrière au cinéma, au théâtre, à la télévision. 5 nominations pour la pièce. Pour la pièce, 5 nominations, oui. Et je te revois encore assis parmi les nominés, attendant ton Molière. À titre personnel, qu'est-ce qu'on ressent quand on dit le Molière est attribué à Pierre Forest ? Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est très intime ce que je te demande, mais c'est quand même pas anodin. C'est... comment dire, déjà d'être nominé, c'est déjà un grand honneur. Donc du coup, d'être trimballé avec 5 autres de mes camarades, on s'est croisés plusieurs fois dans différents salons, déjà on se dit, bon, c'est formidable, c'est une belle étape,
ça n'ira peut-être pas plus loin. Et puis après, on a quand même un mois, presque 5 semaines, je crois, qui nous séparent entre le moment où vous savez que vous êtes nominé et le moment où vous êtes lauréat, dans mon cas. Donc, 5 semaines, comment on l'utilise? Et moi, je me suis dit, mais il faut se préparer à l'inouï. Il faut se préparer à, voilà, il faut se préparer à l'inouï. Donc j'ai commencé avec mon petit crayon à essayer de dire mais qu'est-ce que je dirais si jamais je la vois. Puis attends, arrête. De toute façon tu vas pas la voir. Tu vas pas la voir de toute façon. Donc c'est non. Bon. Mais quand même, qu'est-ce que tu dirais quand même? Enfin, je vais quand même pas parler de ça, de ci, de ça. Donc, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de parler de Coquelin. Parce que Coquelin, non seulement c'est quelqu'un de formidable, parce que c'était la vedette de l'époque, ça je l'ai juste signalé, qu'il a aidé énormément Edmond Rostand, mais qu'en plus, c'était un homme qui a rencontré le baron Taylor, un richissime, et ils ont créé quand même la première mutuelle pour les artistes. Et à titre personnel, il a même acheté, enfin il a fait une grande collecte d'argent pour acheter la première maison de retraite qui s'appelle Couilly-Pont-aux-Dames. La fameuse maison de Pont-aux-Dames. Voilà, exactement. On dit moins Couilly, mais on dit Pont-aux-Dames. Exactement, c'est dans la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, donc Pont-aux-Dames. Et après, lui, s'est acheté une petite maison à côté, où il a vécu des moments de campagne, puis même d'ailleurs c'est là où malheureusement où il est décédé, mais... Et voilà, il a fait aussi une œuvre humaniste, et j'ai trouvé ça intéressant au moment de... Voilà, donc voilà, qu'est-ce qu'on ressent quand la caméra vient sur toi et que c'est toi qui est suivi? J'avoue que c'est immense comme une grande vague de chaleur, une grande vague d'amour, voilà, disons-le. Enfin, tu ressens quand même que tu as eu des personnes qui ont voté pour toi. Moi, j'avoue que je suis assez sensible à ça. Je suis un peu émotif. Heureusement que j'avais fait mon papier dans ma poche, parce que je crois que j'aurais pas pu dire grand-chose. Et puis, j'avais qu'une seule envie, c'était de dire quelques mots. Et donc, je les avais écrits avant, je les ai dit. Et puis, je suis sorti un peu flageolant, j'ai bu un verre d'eau, je me souviens. Et après, tous mes camarades de la pièce m'attendaient sur le côté. Ils me sont sautés dessus. Carrément, littéralement, j'avais 11 personnes autour de moi, complètement collées, qui m'ont entouré silencieusement pour pas faire trop de bruit. Et ça, c'était extrêmement chaleureux. Voilà. Non, mais ils m'ont porté, comment te dire, les deux garçons qui ont eu parce que Guillaume a eu la révélation masculine. On a la chance d'avoir des rôles magnifiques. Bon, apparemment, nous n'en avons pas mésusé. C'est-à-dire que nous n'étions pas en dessous des rôles magnifiques que Alexis nous avait proposés. Et ça, les camarades l'ont tout de suite vu qu'on se donnait à fond là-dedans, et donc ils nous ont soutenus dès le début. Donc ça, c'est... D'avoir un Molière, c'est bien, mais de l'avoir pour un spectacle comme celui-ci, c'est tellement plus intéressant. Oui. Voilà. Tu l'as aussi pour la troupe. Mais voilà, absolument. Tu l'as pour la troupe. C'est vrai que moi, je sais, bon, chacun a voté en son âme et conscience, mais je sais que j'aime énormément... chaque personne avait amené des qualités extraordinaires d'inventivité, de vibration. Enfin, je crois qu'il y a quand même 12 comédiens très remarquables. Oui, voilà, très remarquables. Voilà. Et ça, c'est ça la famille. Tu vois, et tu découvres des perles, quoi. Et voilà, grande partition, mais une belle exactitude aussi pour le jeu. Est-ce que je t'ai répondu sur l'émotion des Molières? Absolument, oui, absolument. Oui. Tu aurais pu me dire que c'était très intime et personnel, et au contraire, tu nous as dit vraiment ce que tu avais ressenti. On redit la date. Est-ce qu'on dit la date? Non, on ne dit pas la date parce que je ne l'ai pas en tête. Moi non plus. Moi, je te la donne. Ah, tu l'as? Attends, il va la noter. Attends, bouge pas. Attends, c'est... En direct. J'ai pris la date qu'on m'a donnée. Chaville. Dis-le, montre-le. Alors, en direct, à 20h45, ah oui, ça je sais. Le 16 janvier. Le voilà. Alors, le 16 janvier à Chaville. 16 janvier à Chaville, voilà. Et tu acceptes de rester avec nous après la représentation? Bien sûr. Pour parler aux spectateurs. Et bien évidemment. Lors d'une rencontre de l'atelier. Et nous faisons ce tournage au mois de juin, fin juin, début juillet. Il fait chaud. Et il fait chaud, mais surtout nous sommes déjà complets. Mais on va faire de la peine à beaucoup de personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette pièce continuera, évidemment. Oui. Je pense que... Oui, puis on peut peut-être imaginer qu'il y a une deuxième tournée et que c'est ça, il y aura sûrement une deuxième tournée. Moi, à mon avis, il va y avoir une deuxième tournée. Voilà. Bon, c'est vrai que le lieu est magnifique à Chaville, donc ça, j'aurais beaucoup de plaisir à y jouer.
beaucoup de plaisir. Tu es le bienvenu et les 11 autres aussi. Oui. Et même le toutou du début. Ah, mais le toutou du début, je ne sais pas s'il va nous fera-t-il la tournée? Il y en aura un, non? Non, peut-être. Ah, on oui. ne sait pas. Mais on ne sait pas parce qu'en fait, c'est Flaco. Donc, Flaco est le. C'est un lévrier. C'est un lévrier galgo, espagnol, qui appartient à Serge Le Maléfant, qui est le directeur de scène d'ici. D'accord. Et en fait, il est un peu chez lui. C'est pour ça qu'il est très à l'aise. Très bien. Il rentre, il sort. Parfois, on ne le voit pas, parfois, on le voit. Généralement, on le conduit toujours à ce moment-là d'être là. Alors, je sais qu'il y a une personne qui a un chien. Est-ce qu'elle va l'emmener en tournée? Il faut qu'il soit ça serait bien. Bon, il n'y a pas de raison. En tout cas, nous, on monte en gamme parce que l'année dernière, on avait le poisson belge. Donc on avait un petit poisson rouge et là, on a un chien. Un camp de dinosaures. Le poisson belge, c'est une pièce de Léonore Confino. Exact. Voilà. Par Catherine Chaud. Et il y a eu, Géraldine Martineau a eu le Molière. Voilà. Le Molière de la révélation féminine. C'est ça. Dans cette pièce. Voilà, c'est ça. Elle est mignonne, cette fille. Je l'ai croisée l'autre fois pour le truc des Molières. Je l'ai essayé de lui féliciter. Elle a un petit air comme ça, tout. Elle est étonnante. Hein. Et elle met en scène à l'Atrium l'année prochaine une pièce de Materlin qui s'appelle La mort de Tintagil. Elle va créer ça. Géraldine. Elle met en scène aussi. Elle va créer ça à la Tempête. Ouais. En plus, un Metterlinck, c'est pas. Non, évident. J'adore Metterlinck. Tu viendras, ce sera en avril. J'adore, oui, j'ai peut-être un moment. Voilà, donc tu vois, il y a j'aime beaucoup Metterlinck. Une filiation. Merci beaucoup, Elias et Mélisande. Merci, oui, Elias entre autres. Ouais. Merci beaucoup. Dans cette loge sublime, il faut quand même le dire, on est dans une loge du Palais Royal. Voilà. Loge du théâtre du Palais Royal. Qui donne sur les jardins du Palais Royal, que va filmer Daniel dans 15 secondes. Et un rendez-vous alors le 16 janvier. Oui, absolument. Avec grande joie. Merci à vous deux. Et merci à notre caméraman. Merci beaucoup.